Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, quel bonheur de vous retrouver chaque jeudi sur Sud Radio pour parler vrai, pour parler football. But Football Club, votre émission préférée en France et dans le monde entier, parce qu'on va parler de Sud Radio au Maroc la semaine dernière, figurez-vous. C'est ça la célébrité, la notoriété et la qualité d'une émission avec l'incontournable, le patron. Michel Moulin, bonsoir Michel. Ravi de vous retrouver, ravi. Mon cher Michel. Que dire ? Que des compliments aussi pour Karim Zeribi. Bonsoir mon cher Karim Zeribi. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Je savais moi que vous étiez connus mondialement tous les deux. Tu le savais ? Je le savais. Eh ben nous on l'ignorait. Moi je parlais dans ma rue, j'étais connu, après le reste. Moi dans mon immeuble je suis très connu, par les voisins de palier notamment. Jimmy Algerino lui est connu mondialement dans le monde du foot évidemment, ancien joueur du Paris Saint-Germain. Mon cher Jimmy, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ravi. Très heureux de vous retrouver. N'est-ce pas ? Dites-moi, c'est pas la une de l'Aurore, un vieux journal qui n'existe plus, qui est juste derrière vous. Vous êtes dans une classe, dans une école, une mairie, dans votre chambre de bonne. Où êtes-vous, Jimmy Algerino ? Chez moi, c'est Jean-Michel Moutier, à l'époque, quand j'étais au PSG, qui me l'a offert, voilà, parce que comme ça m'intéressait, que lui avait eu ses copies, en fait, donc il me l'a donné, je l'ai fait encadrer, je suis assez content de l'avoir avec moi chez moi. On peut voir ça évidemment sur sudradio.fr puisque cette émission est filmée, vous le savez. Jimmy Algerino qui est encore à l'aurore de sa carrière et non pas au crépuscule, fort heureusement de sa carrière de consultant radio. Et je salue nos amis de Marrakech, du Maroc, de l'International 7 Cup de Marrakech, le plus grand tournoi au monde de foot à 7 inter-entreprises. On en parlera à 20h45, mais comme on les entend et qu'on les voit et qu'ils sont déjà connectés, je voulais les saluer. Abdellah Marakchi et Jalil Fredj. Bonsoir. Salut. Salam alaikum, l'ABS. Alhamdoulilah, très bien. Très bien, c'est parfait. À tout à l'heure, les On a gars. un problème. C'est quoi le Pourquoi ils problème ? ne nous ont pas invités avec Karim ? Ah mais parce Pour que jouer, ils avaient peur qu'on les batte ou mais quoi ? vous auriez Mais mais non, attendez, alors on va vous dire à 20h45. Non, à 20h45. On vous expliquera que j'ai eu la chance d'y aller. Voilà, pour la 10e anniversaire, vous êtes invités avec Karim et Michel. Nous, on a eu la chance, j'y suis allé, de jouer un match de gala contre une sélection des anciens internationaux marocains avec des joueurs français. Magnifique. Score final 7 partout. Ça a été énorme. Magnifique. Ça a été énorme. On en parle tout à l'heure. À tout à l'heure, Abdellah. À tout à l'heure, Jalil. 20h45 pour parler de ce tournoi et faire le bilan de ce plus grand tournoi du monde. Inter-entreprise, c'est fabuleux. On évoquera aussi la Ligue 1. Ça, c'est un autre cirque avec les enjeux de la dernière journée de Ligue 1 ce week-end. En haut comme en bas du classement. La réforme du foot français avec la FFF qui semble prendre la main. Ça fait peut-être plaisir à Michel Moulin. On va voir dans quelques instants. Je vais vous demander. Ils ont retrouvé du courage, peut-être, je sais pas. On va voir ça. Est-ce que ça peut se faire ? Est-ce que ça peut tenir sur le modèle de la Première Ligue, avec peut-être des playoffs aussi, comme au rugby, pour déterminer le champion ? Beaucoup d'idées. On en parlera dans quelques instants. Gardez vos arguments avec butfootballclub.fr, le site de référence. C'est tout de suite. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Avec Michel Moulin, avec Karim Zeribi, avec Jimmy Algerino pour vous accompagner dans cette émission. Et en effet, la dernière journée de Ligue 1, on sait que le Paris Saint-Germain est champion, on sait que Marseille et Monaco, 2e et 3e, vont jouer la Ligue des Champions, mais il y a encore des accessites avant de parler du maintien pour l'Europa League, avec 4 équipes qui vont se disputer ces places européennes, Nice, Lille, Strasbourg et Lyon. Et un cas un peu particulier pour Lyon qui peut-être être rétrogradé administrativement si le club ne paye pas les 50 millions d'euros qu'il doit régler. Parmi ces 4 équipes, Michel Moulin, y en a-t-il une qui trouve grâce à vos yeux et qui mériterait de jouer la Coupe d'Europe par rapport à son parcours ? Moi, il y en a 2. Enfin, il y a Lille surtout, parce que j'aime bien cette équipe. J'aime bien Benjamin André au milieu. J'aime bien le gardien de but. Voilà, c'est une équipe que j'aime bien. Il y a Strasbourg, parce qu'ils font plaisir à voir jouer. Mais est-ce que Strasbourg va pouvoir la jouer ? Parce que si Chelsea est dans les 4 premiers en Angleterre, comme Strasbourg appartient à Chelsea, je ne sais pas si Strasbourg sera autorisé à faire la Champions League. Donc c'est pour ça que je préférerais que ce soit Lille. Nice et Lyon, enfin Nice pour moi, c'est pas une équipe qui me fait plaisir, Nice. Je m'amuse pas quand je regarde jouer Nice. C'est pas une équipe qui me fait plaisir.
Et après Lyon, avec les 3 points de retard qu'ils ont sur les 3 autres, je vois pas Lyon passer devant les trois autres. Je pense que Lyon, c'est surtout avec des joueurs démobilisés, Michel, qui vont sans doute partir. Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir la saison prochaine, quoi qu'il arrive. Je pense que le dernier match, enfin, Cherki est en train, tout le monde est en train de dire que c'est un très grand joueur. Enfin, là, on lui a donné le trophée du meilleur dribbleur. C'est Eden Hazard qui lui a offert. Tout le monde sauf un. Ouais, Deschamps. Non, Didier, non, je veux pas le dire, on va se faire attaquer. On va encore avoir des histoires. Ne recommencez pas, les gars, ça suffit. Oh putain, merde. Allô, la fédération? Non, j'ai rien dit. Voilà, je pense que Lyon va faire un grand match, mais ce ne sera pas suffisant. La Casette, c'est son dernier match, il doit avoir de l'émotion, ça va être beau ce qui va être à Lyon, là, j'espère. Même pour Cherki, qui devrait aller au Paris Saint-Germain. Non, pas Paris Saint-Germain. Il n'ira pas. Mais parce qu'il n'ira pas au Paris Saint-Germain. Et pourquoi? Comment vous savez ça, vous, Michel? Parce que je sais que Paris Saint-Germain ne prendra pas Cherki. Ils sont équilibrés au milieu. Même pour Cherki, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas qu'il y ait Paris Saint-Germain. Où va-t-il aller alors? Où il veut, mais pas à Paris Saint-Germain. À l'étranger, il ne restera pas en France. Ou à l'étranger, ou un club que Karim adore, un club comme l'OM, ce serait un truc fabuleux avec Goury. Voilà. Il ne va pas aller à l'OM. C'est inespéré. Karim. Inespéré, mais voilà, quand il me demande où on aimerait, mais il va partir à l'étranger. Il va partir à l'étranger. Est trop élevée. La valeur marchande est trop élevée. Donc le PSG, c'est pas une bonne idée. Ah voilà, Karim, il est plutôt. Ah non, il n'ira pas au PSG. Ah mais ce que vous voulez. Je prends le pari. Allez, on prend le pari. On prend le pari qu'il n'ira pas au PSG. Je prends le pari ce soir pour de multiples raisons. D'abord, parce que je pense que effectivement, il a très envie d'aller au PSG. Qu'il y a des joueurs au PSG qui ont très envie de le voir arriver aussi. En dehors du football, il s'entend avec un certain nombre de joueurs. Et puis Nasser El Khelaïfi va faire un coup quand même avec Cherki, parce que l'équipe qu'entraîne Luis Enrique, c'est une équipe quand même qui joue au football, donc et qui joue au ballon, et qui aurait bien besoin effectivement d'avoir un milieu offensif un peu faux-follet, passe décisive, capable de faire un exploit individuel. Il rentre parfaitement dans le style de jeu. C'est un peu comme il joue un peu à la mode barcelonaise, Luis Enrique, donc petite passe courte, en mouvement, donc décalage et autres. C'est un peu j'allais dire, à toute proportion gardée, ne montez pas au plafond. Le petit Lionel Messi, ce sera mais jeune en devenir du Paris Saint-Germain. Donc il est parfaitement. Il y a des contacts en plus. Pour jouer dans cette équipe. Il y a des contacts entre le PSG et Cherki. Ça discute. Ça discute, mais vous verrez. Non, je pense qu'il ira là-bas. Alors ensuite, moi je préférerais j'aimerais voir Lille, donc parmi les 4 équipes qu'on a évoquées, parce que Lille mérite. Lille a un très bon coach. Lille a un club qui fonctionne bien. Il a fait un beau parcours en Coupe d'Europe et en championnat mériterait effectivement d'être le premier de ces 4 équipes qui seront derrière en Europa, donc en Ligue des Champions. Je voudrais quand même féliciter Mehdi Benatia pour l'Olympique de Marseille, donc parce que je trouve que grâce à Mehdi Benatia, je le dis, je le redis, le club se structure, le club prend une dimension. Il est capable de recruter des joueurs d'envergure, de niveau international. Et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à l'Olympique de Marseille. On avait des joueurs moyens. Parfois, on avait des recrutements, on savait pas d'où ça sortait. Donc, c'était un peu fantasque. Là, on a des joueurs qui tiennent la route, qui sont solides, et qui ont envie de rester, semble-t-il, puisqu'on est qualifié en Ligue des Champions. Donc, maintenant, il faut renforcer cet effectif. Donc, charnière centrale, par exemple, derrière, on est un peu faiblard. Donc, devant, Rabiot va rester. Si à la Ligue des Champions, Rabiot va rester. Osberg va rester, Benasser, Gouiri. Donc tous ces recrues, c'est des recrues solides qu'il faut inscrire dans la durée, et il faut y mettre autour des joueurs de la même envergure. Donc sur les je dirais les lignes manquantes. Et je pense que derrière, il nous faut un taulier. Et c'est un club, l'Olympique de Marseille, qui a de la mémoire. Parce que vous allez à Marseille demain pour une inauguration, laquelle, Karim Zeribi? Alors demain 17h45 sur l'esplanade du stade Vélodrome, boulevard Michelet, on aura une statue grandeur géant du boss. Bernard Tapie. Donc son fils Laurent, qui était venu dans notre émission, qui avait évoqué ce souhait de voir cette statue émerger. Et quand vous monterez les escaliers qui vous amènera au stade Vélodrome côté tribune Jean-Bouin, vous verrez maintenant désormais à partir de demain soir 17h45 la grande statue de Bernard Tapie. Il y a eu un peu de décalage dans le temps parce que comme le sol devait bénéficier d'études, la statue étant très lourde, et dessous il y a un parking.
camping. Donc toutes les études ont fait. Le sol a été renforcé et on aura la statue de Bernard Tapie, une statue bien méritée. Il a marqué l'histoire de l'Olympique de Marseille. Il a même marqué l'histoire du football français. Donc et c'est lui à jamais les premiers, c'est Bernard Tapie. Jimmy Algerino, quand on vous parle du boulevard Michelet, de la tribune Jean-Bouin, du stade Vélodrome, vous ne savez pas du tout où c'est. Vous n'arrivez pas à localiser, vous ne visualisez pas. Si. Ah oui, la sortie, oui. Le stade de Jean-Bouin, il n'est pas loin. Voilà, le stade Jean-Bouin, d'accord. Oui, c'est ça, la petite mésentente. Jimmy, juste avant, oui, vous voulez rajouter quelque chose? Excusez-moi, sur là-dessus, mais sur Mehdi Benassia, je suis comme Karim, mais c'est quelqu'un qui a fait du bon boulot. Et j'apprends aujourd'hui en plus qu'au niveau des familles des joueurs, au niveau de l'entourage, il fait du très bon boulot aussi. Parce que ça manquait à l'OM. Il laissait les joueurs en pâture des fois. Là, il s'est même occupé de ce qui se passe en dehors, etc. J'ai des bruits de Marseille, il fait des pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions. Et ça, ça c'était depuis longtemps, il le fallait quand même. Il le fallait depuis très longtemps. Non, Mehdi Benassia, il faut surtout pas le perdre parce que je pense qu'il va être sollicité par des grands clubs européens. Est-ce qu'il a réalisé cette année à l'Olympique de Marseille? Il faut qu'on le garde et qu'il s'inscrive dans la durée, qu'il nous bâtisse un club de dimension européenne comme on l'a connu. Il en faut deux en France. Ouais. Un PSG, Marseille. Bien sûr. Retrouver ces deux clubs donc à un niveau européen stable. Ouais. Donc ça nous ferait grandement, je dirais, du bien dans le championnat. Mais le Red Star peut-être pour Marseille avec des gros moyens et pourquoi pas le Red Star quand il montera en Ligue 1 comme le Paris FC. N'oublions pas qu'il y aura le Paris FC, ça va être intéressant ces confrontations la saison prochaine entre les deux Paris. Jimmy Algerino, votre regard vous sur les équipes encore en lice pour se qualifier pour l'Europa League, Nice, Lille, Strasbourg, Lyon. À vos yeux, quelle est l'équipe qui le mérite le plus? Moi, je trouve que les Strasbourgeois, par exemple, ont pratiqué un très très bon football cette saison. C'était très agréable à voir jouer Strasbourg. Oui. Non, mais après, comme Brest l'a été l'année dernière et tout ça, mais moi, en tout cas, pour ce qu'a dit Karim, c'est intéressant parce qu'effectivement, Benassia avec Marseille a fait de l'excellent travail. C'est vrai qu'à Paris, maintenant, il y a Marseille, il y a Monaco, où le profil du club, les finances du club. Moi, j'aimerais, pour essayer d'amener beaucoup de concurrence et beaucoup de force pour le championnat français, que ça soit Lyon. Pas pour le mérite, mais en tout cas parce que c'est un grand club. Il y a un grand stade. Il peut y avoir des moyens, même si aujourd'hui ils sont en difficulté peut-être. Mais le fait de revenir en Ligue des Champions et d'avoir Paris, Marseille, Monaco et Lyon, je trouve que ça aura beaucoup plus de gueule et beaucoup plus d'impact parce que même s'ils sont en difficulté, aujourd'hui quand même le budget de l'OL est quand même beaucoup plus important que celui de Lille qui est quand même qui se retrouve. Et je crois quand même que le budget du Paris FC sera presque à la hauteur du budget de Lille. Donc tout ça, il faut y penser. Et pour aller loin en Ligue des Champions et pour essayer de voir de beaux matchs. Pour l'année prochaine, en tout cas, j'aimerais que ça soit l'OL, et sachant que ça pourrait aussi les aider financièrement. Voilà. Mais après, au niveau du mérite, bien sûr que Strasbourg et Lille, par rapport à Genesio, auraient leur place pour jouer la phase qualificative de la Ligue. Ouais, mais Jimmy, le problème, moi je ne veux pas parler là-dessus par rapport à Lyon, c'est que mathématiquement c'est impossible pratiquement. Il faudrait que les trois perdent et qu'ils marquent 5 buts. Donc, mathématiquement c'est possible, mais c'est un scénario moi je n'ai pas cité Lyon, pas pour un problème mathématique. Je pense qu'ils n'ont pas de projet. Le projet est flou. Ils n'ont pas de projet. Je trouve que Lille a un projet qui est beaucoup plus clair que Lyon. Et il faut qu'on soutienne les clubs à projet. Je suis désolé. Sinon, à un moment donné... oui, c'est vrai. Jimmy a raison. Sur ce qu'a été l'Olympique lyonnais, l'OL... Oui, je préférerais voir. C'est la 3e ville de France, après Marseille, Paris-Lyon-Marseille. Donc c'est un club... c'est Toulouse, Karim. Non, c'est Lyon. C'est Lyon, la 3e ville de France. C'est le Toulousain qui parle, le Toulousain. C'est Lyon. C'est Lyon, et en plus avec la métropole, c'est Lyon sans discussion. Il a fait l'apéritif ce soir. Ils ont un stade ultra moderne qui a été fait. Donc ils ont les infrastructures, ils ont tout. Mais il n'y a pas de projet. Vous êtes peut-être à l'heure de l'apéritif, comme dit Michel Moulin. Jimmy. Les villes. Mais il a déjà pris l'apéro, Jimmy. On se retrouve dans un instant. Je vais vous montrer la preuve. J'ai la preuve. Allez-y, montrez-nous la preuve. Vous êtes à l'image sur sudradio.fr. Après la preuve. À tout de suite, on continue à parler de la Ligue 1 avec la dernière journée du championnat, mais aussi la réforme qui est envisagée par la Fédération française de football. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et Jimmy Algerino pour nous accompagner sur Sud Radio avec butfootballclub.fr, le site de référence. On parle encore de la Ligue 1 avec une réforme qui se prépare pour le foot français, une prise de pouvoir de la Fédération française de football qui ferait supprimer la Ligue et l'autorité de la Ligue avec une société qui appartiendrait au club, dont les clubs seraient actionnaires. On va en parler dans quelques instants, mais l'image du football reste encore professionnelle, hein, Michel Moulin, reste encore un tout petit peu écornée. L'image de son président également, c'est ce que vous avez constaté, et c'est votre coup de gueule lors des trophées UNFP. C'est encore Vincent Labrune encore dimanche soir à la remise des trophées, alors que les joueurs étaient en costume, cravate, même il y en avait qui avaient le smoking. Lui, il était avachi, la chemise ouverte, il rigolait, alors qu'il a mis à feu à sang le foot français. Lui, il rigole, il est avachi sur une chaise. Et la chemise ouverte, comme il sortait d'un bar. Et je trouve ça inadmissible. Et là, ça va rejoindre ce que vous dites. J'espère que maintenant, et ce qu'ils ont dit, ils vont arrêter la Ligue et ils vont arrêter ce monsieur. Alors, c'est-à-dire qu'il ne sera plus président. Oui, mais il accepte en plus. Il a dit qu'il acceptait de ne plus être président et que la Ligue disparaît. Une petite transaction quand même au passage. Il accepte. Mais je suis lui, je pars plus qu'accepté. J'ai le sourire. Il se retire du bordel qu'il a mis. Terminé. Après moi le déluge. Et il a quand même une prime, un parachute, comme ils disent, de 5 millions d'euros. Après avoir pris une prime de 3 millions d'euros la dernière fois, plus les salaires, le gars, en 2 ans, il aura pris 10 millions d'euros. Pour quoi faire ? Pour mettre le foot français à terre. Je pense qu'ils comprennent plus ce que ça veut dire euros, les millions. Je pense qu'ils sont dans un autre monde, ce football aujourd'hui. Et je reviens toujours au football amateur. Quand ils doivent voir ça, le mec, en 2 ans, il a pris 10 millions d'euros pour mettre le foot à plat. Aujourd'hui, le foot, il y aurait 1 milliard dans les caisses, les droits télé. Allez, on dirait. Et partir la tête haute aussi, puisque là, finalement. Mais là, je suis lui, mais je suis content que c'est ce qui arrive. Je suis lui, je suis content, bien entendu. Il fallait de toute manière, après les réflexions qui ont été menées par la Fédération française de football et son président Karim Zeribi, qu'il y ait du changement pour relancer le football professionnel, la Ligue 1, les droits télé, mais pas que. Donc la société qui va être créée, qui va prendre la place de la Ligue aujourd'hui, appartiendra au club, un peu sur le modèle de ce qui se passe en Angleterre. Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Est-ce qu'on peut adapter, copier-coller ce qui se passe en Première Ligue en Ligue 1 ? Oui, enfin, on peut s'en inspirer en tout cas. Effectivement, la Ligue de football professionnel dépendait de la FFF et le fait de scinder en deux donc ces deux entités avec une autonomie totale du côté du foot professionnel, je pense que ça va dans le bon sens. Après, la réforme mériterait d'aller plus loin. Il faut cesser, je dirais, ce mixte entre association 1901 et société privée pour gérer le foot français. Il faut assumer c'est ce qui va se passer. Une privatisation du foot français avec des fonds, des investisseurs qui viennent investir et potentiellement avoir un retour investissement. Ça professionnalisera, me semble-t-il, aussi le modèle économique global, c'est-à-dire une infrastructure sportive qui servira aussi à autre chose pour capitaliser des concerts, des événements de grande ampleur. C'est ce qui se passe en Angleterre. Le marketing aussi derrière, qui peut ramener beaucoup d'argent au football et des droits télé qui doivent effectivement être revus, révisés, renégociés par cette entité qui représentera le football professionnel. Oui, ça veut dire professionnaliser, libéraliser. Ne soyons pas hypocrites. On est dans un modèle qui est très capitalistique, donc il faut aller vers une forme de libéralisation. Je veux dire, c'est pas un service public le football français. Donc la Fédé, c'est un service public parce que ça doit aider, soutenir, accompagner le football amateur. Mais le football professionnel en tant que tel, quand on a les sommes astronomiques et l'argent, je dirais, qui coule à flot, tel que c'est le cas aujourd'hui, avec des centaines de millions pour des transferts, des salaires exorbitants. On ne peut plus avoir ce modèle bancal, à mi-chemin entre l'assaut loi 1901 et l'entreprise privée. Donc ça a le mérite de clarifier les choses sur le plan statutaire, sur le plan juridique et sur le plan financier. Maintenant, il va falloir quand même avoir des hommes sérieux, parce que c'est pas tout de privatiser le football. Après, il faut être sérieux dans la gestion, rigoureux dans la gestion,
gestion. Et les Anglais, j'en terminerai par là, ont une autorité de régulation qui évite qu'on fasse tout et n'importe quoi. Donc il faudrait peut-être y penser pour le football français. Et s'en inspirer. Michel Moulin et après Mais Jimmy. Karim, super ce qu'il dit, parce qu'il faut savoir que la marque aujourd'hui d'un club appartient à l'association. Vous achetez un club de football professionnel aujourd'hui, mais votre marque ne vous appartient pas, c'est le président de l'association qui... Ce ne sera plus le cas avec cette réforme. L'association, c'est 20% du capital du club de foot. Mais pour revenir quand même, pour dire les choses, enfin, parce que moi j'ai toujours dit que M. Diallo n'était pas... là, il est à la hauteur pour une fois. Je trouve, oui, il faut reconnaître que là, cette fois-ci, il a pris une bonne décision. Bonne décision. Bon, il est très proche de la ministre des Sports, donc je pense que l'État le pousse aussi. Mais là, pour une fois, parce qu'on dit toujours, il prenait pas de décision. Là, cette fois-ci, donc, quand les gens font des choses bien, il faut le dire aussi. Là, M. Diallo, cette fois-ci, bravo. Je pense que c'est parce qu'on est au bord du gouffre. Comment ? Oui. Je pense que c'est parce qu'on est au bord du gouffre. Il fallait faire quelque chose. Non, mais rappelle-toi les émissions qu'on faisait là, même au bord du gouffre, j'ai dit, bon, allez, au bout du bout, quand même. C'est-à-dire qu'ils ne bougeaient pas. Il y a une réaction, non ? Là, il était en réaction. Il y a eu ces fameuses séances de réunion, de réflexion, de cellules de réflexion, et on est arrivé là-dessus. Jimmy Algerino. On revient quand même toujours que tous ces gens qui veulent quitter le foot, maintenant, les Nicolais, les Caillots, qui veulent vendre leur club, ils nous ont mis à feu à ça, le foot. Maintenant, ils s'en montent. Là, ils auront la responsabilité de leur club. Ils en seront les actionnaires. Ils sont les actionnaires de la société qui va réguler tout cela. Jimmy Algerino, il fallait de toute manière faire quelque chose, tenter quelque chose, parce que comme on l'a dit souvent dans cette émission depuis le début de la saison, le football français allait dans le mur. Là, il y a peut-être une matière d'espoir. De toute façon, c'est souvent un petit peu le cas. C'est quand le fait de se retrouver face au mur que les gens réfléchissent et essayent de se mettre collectivement pour essayer de ressortir des idées, pour essayer de faire avancer un petit peu le football et le football français. Donc c'est regrettable certes, mais bon en tout cas là on y est. Diallo en tête a pris les choses en main. Voilà, j'espère que derrière il y aura aussi le collège des footballeurs ou des anciens footballeurs qui pourront peut-être amener une certaine expertise, certaines idées. Mais en tout cas, moi j'espère surtout qu'on va enfin, et puis c'est vrai que le retour de l'OM en Ligue des Champions, le fait que maintenant peut-être il y aura 4 équipes françaises en Ligue des Champions et que ce championnat il n'est pas si naze que ça, et on le voit un petit peu jusqu'au bout, que ce soit en tête du classement et en bas, mais qu'on arrête de dénigrer le football et les joueurs français, et au contraire qu'on trouve des magiciens un petit peu de la com, et qu'on essaie de mettre vraiment plus en valeur le championnat français et ce qui se passe quand même sur le terrain. Et étant donné, Jimmy Algerino, que on part vers un modèle qui ressemblerait à ce qui se fait en Première Ligue, peut-on comparer la Ligue 1 et la Première Ligue ? Est-ce que si on s'adapte à ce modèle de Première Ligue, la Ligue 1 est aussi valorisante que l'est la Première Ligue aujourd'hui ? Du moins par rapport à ce qu'a fait Paris sur les clubs anglais, on peut le penser en tout cas. Et l'année prochaine, je pense que si les clubs... Je pense qu'il faut aussi donner la possibilité à tous ces grands clubs, l'OM, Paris, Monaco ou quoi, de gérer un petit peu. Parce que c'est vrai que le système est très intéressant. Ça veut dire que les grands clubs aident et participent aussi à subventionner et à aider les clubs moindres de Ligue 1. Ça, c'est quelque chose d'intéressant et c'est un petit peu le côté français. Mais je pense que là, maintenant, il faut laisser... s'exprimer les grands clubs, et après la Fédé d'être là pour aider, pour donner la place que méritent certains clubs de Ligue 1, mais surtout permettre à ces grands clubs de pouvoir exister. Et je pense qu'ils ont aucun problème vis-à-vis du championnat anglais et des équipes anglaises, et on l'a vu cette année. Quelques mots avec Karim Zeribi pour conclure sur cette thématique. Moi je pense que assurément tout ça arrive au bon moment. Au bon moment, cette réforme, parce que je crois que le PSG a réussi enfin cette année à franchir un palier dans sa capacité à aborder non pas le championnat, 19 points d'avance, donc il n'y a rien qui change. Ça fait des années que le PSG est largement dominateur du championnat. Mais en Ligue des Champions, le PSG a franchi un palier. En abordant des matchs décisifs de la meilleure des manières, en atteignant la finale et potentiellement en étant
je dirais, à égal avec l'Inter de Milan. Parce que je ne peux pas dire que l'Inter de Milan soit archi favori. Donc, et donc, ça veut dire qu'il se passe quelque chose aussi à travers, je dirais, ce qui se passe sur le terrain dans les clubs qui font le haut du panier du football français. Quand je parle du PSG, je dis ils ont franchi un palier. Quand je parle de l'Olympique de Marseille, je dis que grâce à Benatia, on retrouve des couleurs. Et on retrouve des couleurs qui peuvent nous laisser espérer qu'on va resserrer avec le PSG pour les années à venir si on arrive à recruter comme il faut et à retrouver effectivement. Il faut des sous pour ça quand même. Oui, mais il faut des sous et il faut surtout jouer la Ligue des Champions pour pouvoir attirer des joueurs qui même peut-être dans une période d'entre-deux peuvent venir jouer à l'Olympique de Marseille, même s'ils signent pas des contrats de 5 ans, ils peuvent te dire allez, je vais faire une saison à l'OM pour me relancer, ils jouent en Ligue des Champions et donc quand tu as aussi cette stratégie-là, tu peux attirer des grands joueurs parce que tu es une marque, on parlait de marque. L'OM c'est une marque, on peut dire ce qu'on veut, je veux dire, même si ça fait longtemps qu'on n'a plus brillé en Coupe d'Europe, on reste une marque dans le football européen. Et donc un joueur qui sait que l'OM va jouer la Ligue des Champions, avec un Benatia qui structure le club, qui a attiré des joueurs de dimension internationale, ça peut nous permettre de revenir plus vite qu'on ne le pense donc dans le quota du football européen. Et donc ça c'est bon pour le championnat de France. Si en plus on a une réforme structurante et structurelle, donc juridique et financière, je pense que finalement le championnat de France va retrouver des couleurs. Il est 20h28 sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant et on continue à parler de cette réforme et de la possibilité de jouer des playoffs pour déterminer qui sera champion en Ligue 1 la saison prochaine. À tout de suite. Radio 20h21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et Jimmy Algerino avec butfootballclub.fr, le site de référence. Nos débats autour de la réforme de la Ligue 1. On en parle dans quelques instants avec peut-être cette possibilité de jouer le titre et les places européennes en play-off comme ça se fait d'ailleurs dans le rugby en top 14. Le fait aussi que la Fédération française de football prend de plus en plus de pouvoir et de plus en plus de place. Et là, je vais interroger Michel dans un instant. Mais d'abord, Jimmy Algerino, vous avez une question pour Michel, une question directe. Alors allez-y avec franchise comme d'habitude. Oui, parce que bon, c'est vrai, là, on a parlé du retour de l'OM, des équipes qui vont peut-être se qualifier pour la 4e place. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quand c'est que Michel revient dans le football. Il est jamais parti. Il est toujours dans le football, non, Michel. Mais actif, quoi. Parce que bon, voilà, moi, non, mais j'ai appris à le connaître cette saison. Je pense que c'est un vrai passionné. Et moi, en tout cas, voilà, j'aimerais bien qu'il puisse avoir vraiment ce projet. Un projet à sa mesure, par rapport à sa passion. Et voilà, je lui pose la question quand c'est qu'on revoit Michel dans le football professionnel français et qui sait peut-être en Ligue 1 très prochainement. Je l'espère en tout cas. J'ai le même souhait que toi, Jimmy, donc tu vois, je vais pas mentir. Mais bon, après, on va voir. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Ouais. Parce que je me suis calmé en plus, j'ai pris de la maturité, je pense. Donc, non, vous vous êtes calmé, Michel, vous êtes sûr ? Vous êtes sûr, vous êtes calmé ? Et tout, mais ouais, je me suis calmé. Je serai plus meilleur. Karim ? Non, mais moi j'irai plus loin que la question de Jimmy. J'ai envie de dire que le football français a besoin des gens comme Michel Moulin. Parce que Michel, il a une expérience de chef d'entreprise. Il est parti de rien, ce garçon. Il est modeste, il ne va pas raconter sa vie, c'est un autodidacte. Et il a réussi à faire des entreprises avec des salariés qu'il a su motiver, qui l'ont accompagné, donc qui ont grandi avec lui. Et les entreprises qui marchent. Les entreprises qui marchent. Et lorsqu'il les a vendues, curieusement, elles marchaient moins. Eh oui. Ça veut bien dire que quand on change de patron et quand c'est plus managé de la même manière, une entreprise, elle dépend quand même du capitaine, du boss, de celui qui te donne la direction. Michel a été capable d'emmener des gens avec lui pour un projet économique. Le football, c'est un projet économique. Et ensuite, derrière, c'est un passionné de football. Et passionné de football au sens puriste du terme. Quand on parle de football, on parle de technique, on parle de beau jeu. C'est-à-dire que Michel, il va essayer, lorsqu'il va prendre un club, d'organiser le club de la meilleure des manières, en interne, mais il va essayer de faire en sorte que les gens soient heureux quand ils viennent voir son équipe. Et il sera exigeant avec la team sportive à ce niveau-là. Il prendra pas un entraîneur qui va jouer le catenaccio. Il prendra pas un responsable du centre de formation qui va prendre des coureurs à pied. Et il va être en adéquation avec, je dirais, son aspiration et son idéal. Donc on a besoin
d'avoir des Michel Moulin dans le football français. Moi, j'ai hâte de le voir revenir, prendre un club, même un club qui serait en Ligue 2 ou qui ambitionne d'y accéder, avec lequel il va construire, comme il a construit avec ses entreprises. Au moins, ça sera à la patte, Michel Moulin. Mais il faut qu'il le fasse. Moi, Michel. je propose un slogan, il faut que tu le fasses. Merci beaucoup. Un slogan, voire un hashtag, Moulin revient. Voilà, c'est ça. On va le lancer sur Sud Radio. En tout cas, si d'aventure vous revenez un jour dans le foot, comme le suggère Jimmy avec un club, vous nous annoncerez ça sur Sud Radio ou pas, Michel? Vous nous donnez l'exclu ou pas? L'exclusivité. Bah écoutez, on est impatients que ça arrive un jour. En tout cas, on l'espère. Merci beaucoup. On vous le souhaite et on le souhaite pour le foot français, comme le disait Karim. En effet, Michel, est-ce que vous avez le sentiment que le président de la Fédération française de football est en train de prendre le pouvoir et devenir le grand patron du foot en général? Parce que la FFF, c'est avant tout le foot amateur, même s'il y a toujours un regard sur le foot pro. Là, avec cette décision, avec cette réforme, on a le sentiment que le président Diallo devient l'homme fort du foot français. Ah oui, il devient l'homme fort et le foot en a besoin aussi. Je ne pensais pas qu'il en était capable, mais là je vois qu'il a fait des efforts. Peut-être on l'a poussé à le faire aussi. J'ai mon ami Pascal... C'est l'État qui reprend le pouvoir. Oui, c'est l'État aussi. Ouais, mais il a su y aller. C'est-à-dire, il a su se mettre la ministre des Sports avec lui. Il a été bon. Il a bien négocié. Là. Philippe Diallo, là, plus je le vois, plus il est quand même assez malin, je trouve, dans ce qu'il est en train de faire. Il crie pas, il fait pas, mais il a agi. Et donc moi, quand les gens agissent, après, il y a un seul truc aujourd'hui, c'est résultat. Alors maintenant, quels vont être les résultats après de cette réforme? Comment ils vont la mettre en place? Et avec, comme dit Karim, avec qui? Parce que là, le problème, c'est avec qui après? Parce que là, de Taverneau, qu'est-ce qu'ils font de Taverneau? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont l'arrêter de suite? Mais là, ça coûterait 1 million d'euros aussi. Hein. Départ de Taverneau, 3 mois après, 1 million d'euros. Peut-être que la chaîne va exister malgré tout. Dans cet univers-là, on a besoin de toute manière de diffuseurs. Comme on dit Jimmy et Karim, comme on en parlait souvent, au moins ça bouge. On ne peut pas dire que cette fois-ci, comme tu disais, on était au bord du gouffre. Il fallait quand même, j'espérais quand même que quelqu'un dise à un moment donné, stop, on arrête à la fin du match quand même. Là, il a dit. Ce qui est en train de se passer a le mérite de clarifier la répartition des responsabilités. Diallo, il va s'occuper du football amateur et de l'équipe de France. Et tout ce qui incombera le football amateur et l'équipe de France, ça sera sa responsabilité. Et ensuite, on va avoir une organisation pour le football professionnel. Et je pense que ce qu'il pouvait trouver désagréable, c'était que quelque part, le fardeau du football professionnel, tel qu'il était organisé, là, pesait sur ses épaules. Alors qu'il n'avait pas, de marge de manœuvre. Il n'avait pas réellement la main. Et donc là, il fallait clarifier une organisation pour que chacun ait son rôle et qu'il y ait un rôle pour chacun. Et qu'à un moment donné, quand on va faire le bilan, on fera le bilan de Diallo. On fera le bilan de cette nouvelle instance du football professionnel. Chacun pourra, à un moment donné, regarder en face les résultats qu'il a obtenus. Et je pense qu'il avait besoin de ça, le président de la FFF aussi, de pouvoir trouver sa marge de manœuvre, de gérer le football amateur. Maintenant, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire dans le football amateur. Hein. Et on les a, nous, tous les jeudis en fin d'émission, on voit bien comment les clubs galèrent, la difficulté qu'ils ont, dépendant simplement des collectivités, n'ayant aucun soutien de la FFF, en tout cas pas un soutien digne de ce nom. Il a du boulot, le président. Et ça va mal, ça va mal. Le football amateur aujourd'hui, moi je vois des clubs aujourd'hui. Alors là aussi, ils sont partis dans un système un peu comme le foot professionnel. Des gens qui arrivent et qui connaissent pas le foot, qui donnent... Vous savez qu'en National 2, il y a des clubs qui donnent 10 000 euros par mois à des joueurs. C'est inimaginable. Parce que là, il n'y a pas de droit télé. Hein. Donc quand le gars arrête de donner, là il y a le club, alors il ne donnait pas ces sommes-là, mais par exemple à l'Est, puisque c'est ma ville, que je connais bien, il paraît que le président, qui était quelqu'un de très bien, arrête. Qu'est-ce qu'ils vont me faire ? Et il y a plein de clubs comme ça qui vont, je sais pas comment ça va finir. C'est-à-dire, il y a 2-3 clubs par division qui vont arrêter. Donc ça devient très compliqué. Il faut réformer le football dans son ensemble. Non, il faut faire, à un moment donné, par exemple, en National, moi il y a des réformes que je voulais faire, à un moment donné, par exemple en National 2, vous pouvez pas payer un joueur plus de 3 000 euros. C'est-à-dire vous faites des systèmes où vous ne pouvez pas payer les joueurs. Tu fais un SMIC à l'envers, quoi. Ah, mais c'est quoi? Non, mais tu plafonnes le salaire. Non, mais tu en gagnes 10 000 euros, quand même. En National 2. C'est pas pro, alors il passe pro. C'est surtout pas viable. C'est pas viable, parce que quand le gars arrête, quand le président qui en a marre, ben on a vu mon ami de Cholet qu'on avait eu, tous les ans il donnait, je crois, 800 millions d'euros pour son club de Cholet national. Le jour qu'il a arrêté, R2, il n'y a plus de club. Ah oui.
C'est ça le problème. C'est la grande problématique. On reste sur cette réforme du foot français, à quoi il pourrait ressembler Jimmy Algerino la saison prochaine ou dans les futures saisons. On parle notamment aussi d'un système de play-off comme c'est le cas en rugby, en top 14 notamment, avec le premier qui va affronter le 6e, le deuxième qui va affronter le 5e. Ça marche bien et ça fait plus de matchs avec une finale pour le titre de champion. Ce qui pourrait peut-être mettre aussi le PSG en difficulté sur un match. Qu'est-ce que vous en pensez de cette possibilité, de cette éventualité d'un système de play-off en Ligue 1 ? Enfin, moi, c'est pas ma Votre tasse de thé. Ouais, ma mentalité. Après, je peux comprendre. Enfin, je veux dire, il y aurait un autre club que le Paris Saint-Germain qui trusterait la place de leader depuis des années. Je dirais la même chose parce que c'est vrai que c'est pas dans notre ADN du football d'avoir ce genre de play-off et de championnat. Après, est-ce que ça va relancer plus la qualité des matchs? Est-ce que ça va permettre au club éventuellement de plus recruter, plus de suspense aussi, Jimmy, plus de suspense puisqu'on connaît le vainqueur lors de la première journée de championnat, on connaît déjà le vainqueur, le PSG. Oui, là il y aura des matchs coup près. Oui, mais juste pour le vainqueur. Mais par exemple, pour la place de Ligue des Champions, on a vu que jusqu'à l'avant-dernière journée, ça a été très prenant. Il y avait beaucoup de choses qui ont pu se passer. Le multiplex a été très très intéressant. Pour la dernière place, c'est pareil, encore ce week-end. Donc bon, après, oui, effectivement, c'est pour la place de leader. Mais bon, je pense que peut-être que dans quelques temps, dans quelques années, ça va s'inverser. Et peut-être que ça va se rééquilibrer avec les grosses écuries qui vont s'équiper. Mais en tout cas, c'est pas dans l'ADN du football. Donc pour moi, en tout cas, c'est pas la meilleure idée du plan mondial. Michel Moulin, vous êtes contre? Oui, bien entendu, je suis contre. On a un championnat, le meilleur gagne ses matchs. C'est ça le truc du championnat, c'est de gagner le maximum de matchs. Et à un moment donné, le premier doit être premier. D'ailleurs, il y a une Coupe de France au football. Le rugby, ils n'ont pas de Coupe de France. Nous, on a une Coupe de France. C'est là-dessus que les gens doivent faire la différence pour aller en finale, pour peut-être battre Reims. Donc vous contestez les playoffs, par exemple, pour monter en Ligue 2 ou pour ne pas descendre en Ligue 2. Il y a des playoffs en ce moment pour les équipes de Ligue 2. Mais là, c'est le championnat. C'est là le playoff pour pas. Là, c'est pour le premier, le deuxième, le troisième. Oui, mais là, c'est pour ne pas finir dernier, 18e, ou rester en Ligue 1 ou pas descendre en Ligue 2. C'est pas pareil. Ça s'appelle des barrages. Des barrages. Et les barrages, il y en a toujours eu parce que derrière. Il n'y en a pas toujours eu. Il y en a depuis quelques saisons. La D2, c'est pareil. Ça existe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un championnat, les gens, le premier doit gagner les matchs, et il y a la Coupe de France pour changer ça, pour être différent. La Coupe de France, ça doit être différent. Mais la Coupe de France n'existe pas aujourd'hui. C'est avec les amateurs aussi, c'est les clubs amateurs qui créent des surprises. Mais la Coupe de la Ligue, ils ont arrêté, parce qu'ils ont pas arrêté. Vous savez pourquoi ils ont arrêté la Coupe de la Ligue? Parce que comme ils étaient incompétents, ils ne trouvaient pas de sponsors. Vous savez qu'ils veulent la relancer, la Coupe de la Ligue. Et ce que je veux dire là-dessus, c'est que si par hasard il y avait ces playoffs, et ça Karim le disait tout à l'heure, un truc, il va falloir passer à 16 clubs, parce qu'ils vont passer à 16 clubs. Jimmy voulait dire quelque chose et après Karim sur ce sujet. Jimmy Algerino. Jimmy. Juste pour étayer mon idée, c'est que quand on voit des fois les équipes de rugby du top 14 qui, sur certains matchs, ils envoient l'équipe 2 ou voire l'équipe 3 pour le Stade Toulousain. Donc il n'y a pas plus de spectacle et il n'y a pas plus d'enjeux. Ça veut dire que de toute façon, comme ils se préservent pour les phases finales, des fois ils envoient. Là presque on reprochait au Paris Saint-Germain de fausser le championnat parce qu'ils sortaient 4-5 joueurs de titulaires. Et là, ça va être la même chose puisque de toute façon, tout le monde va se projeter sur les playoffs. Donc pour moi, en tout cas, au niveau du football, c'est pas judicieux et c'est pas pertinent. Votre sentiment, Karim Zeribi? Non, mais l'objectif de ces playoffs, c'est du business encore. Bah oui. Plus de matchs, plus de spectacles. Il ne faut pas non plus que... Pour valoriser le foot français. Non, c'est pas valoriser le foot français parce que, quelque part, ça peut pénaliser le club qui aura, dans la durée, sur un temps long, mérité d'être premier. Et ensuite, quand tu fais ce deuxième ultra mini championnat, donc avec 6 équipes, quelque part, tu peux voir le 5e devenir premier. Alors que... à la fin du premier championnat, qui était lui long,
tu vois, une forme de, je dirais, de capacité à t'inscrire dans la durée. C'est une course de fond. Un championnat, c'est une course de fond. Il faut pas le transformer en sprint. Je veux dire, c'est pas la même chose. Et je trouve que ça peut fausser quelque part le travail des équipes. Parce que tu peux créer la surprise dans un, je dirais, un mini championnat à 6 équipes de camp play-off et quelque part rebattre les cartes de ce qui a été le long championnat harassant où il faut jouer à l'extérieur, à la maison. Il faut aller les gagner les matchs parfois quand tu vas dans un club qui est en deuxième partie de classement où il faut aller chercher la motivation quand tu es le PSG, quand tu es l'OM, quand les matchs sont durs. Il faut y aller et ça a du mérite ça d'y aller et tu veux mettre en mal ce mérite-là? Moi je suis pas d'accord. Non, moi non plus. Je suis pas d'accord. Et il faut s'imaginer qu'un championnat comme dit Karim est long. Vous tombez en fin de saison alors que vous êtes battus, vous êtes les meilleurs. Vous avez une perte un peu de physique, de fraîcheur. De fraîcheur, vous perdez le championnat alors exact. Vous êtes la meilleure équipe. Comme la Ligue des Champions. Exact. Et il y a des phases de poule et après il y a des matchs couperés. C'est pas mal, c'est ça aussi le foot moderne. Mais vous êtes archaïque, vous êtes trop conservateur les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'y arrivera pas à sauver le foot français. Inspirez-vous de la Botola, le championnat marocain. Parce qu'on va partir au Maroc dans quelques instants juste après la pause pour parler du plus grand tournoi. Mais il y a des bons clubs là-bas, il y a le WAC, le Raja. Mais le WAC d'ailleurs va faire la Coupe du Monde des clubs, je crois. Absolument. Le WAC qui a gagné la Ligue des Champions d'Afrique il y a 2 ans. Ouais, mais le problème, ils sont que 3e là. On va parler du foot marocain et du tournoi international le plus grand du monde des entreprises avec nos invités juste après la pause. Ils sont connectés en direct de Marrakech, Abdellah Marakchi et Jalil Fredj. À tout de suite. 21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. En compagnie de Jimmy Algerino et de Jalil Fredj et Abdellah Marakchi pour parler de l'International 7 Cup de Marrakech. Dans notre page foot amateur, le plus grand tournoi inter-entreprise du monde. Dans le grand stade de Marrakech, 9e anniversaire, l'année prochaine le 10e anniversaire. Et donc, vous l'avez entendu en direct tout à l'heure, parce que Michel Moulin est un homme de parole et quand il dit les choses, il les pense et il s'engage. Il y aura une équipe qui va être montée par Michel Moulin, Karim Zeribi et notre groupe. Vous allez voir ce que vous allez voir, chers amis, peut-être pour le match de gala, dont on va parler dans quelques instants, puisqu'il y a eu un match de gala. Il faut qu'ils commandent du grillage. Faut leur dire. Pourquoi? Parce que les petits pongs, ils vont pas comprendre. Attention, attention. Oui, c'est ça, pour les coups de rein notamment. Attention, il y a des sacrés joueurs. Sacrés joueurs parce que tournoi international. On va parler du match de gala qui a opposé les anciens joueurs français de l'association Cité Star contre les anciens internationaux marocains, notamment de la Coupe du Monde 86 dans un instant. Alors, je vais laisser la parole à nos amis, mais chez les Français, en tout cas, il y avait notamment Sébastien Dallet, il y avait Franck Quedru, il y avait Issa Sissoko, il y avait Eddy Capron, il y avait beaucoup de joueurs. Fabrice Pancrate également. Voilà, Lionel Rosso, mais qui a essayé de courir à côté du ballon. Et côté marocain, qui avait-il à part Méric Rimo dans l'équipe, chers amis? Il y avait bonsoir à tous déjà et merci à Sud Radio pour l'invitation. Il y avait Fradine, une légende du WAC d'ailleurs, vous en aviez parlé, qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde des clubs au mois de juin. Il y avait Méric Rimo qu'on a besoin de présenter en France, qui a passé une belle carrière en France. Et bien sûr il y avait les anciens, il y avait Teddy, il y avait Folo, il y avait vraiment des anciens du championnat et des internationaux marocains. Et voilà, ça fait un beau match de gala et on tenait aussi à remercier l'association Cité Star et à sa tête David Deladei qui a organisé avec nous et qui nous a amené tous ces beaux joueurs pour effectuer ce magnifique match qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui s'est soldé par un match nul 7-7. C'est un chiffre prédestiné. Oui, c'est vrai, puisque c'est un tournoi à 7. Alors, je précise quand même qu'en deuxième mi-temps, les Marocains ont joué à 8. On s'en est pas rendu compte. C'est ce qui leur a permis sans doute d'égaliser. Non, comment ça? Non, il y avait la VAR, il y avait la VAR. Ah, il y avait la VAR, d'accord. Alors d'accord. Non, mais c'était formidable parce que le protocole, on est entré dans le stade de Marrakech comme les équipes professionnelles et il y a eu les 2 hymnes nationaux.
la Marseillaise et l'hymne national marocain. Vous avez fait ça bien. Non mais attendez, c'était exceptionnel, on s'est vraiment régalé avec un accueil chaleureux et aussi une organisation parfaite pour le tournoi, l'International 7 Cup Marrakech 9e édition. Faisons le bilan, combien y avait-il d'équipes? Quel est le processus de ce que vous avez créé tous les deux, Jalil et Abdallah? Abdallah peut-être pour répondre à cette première question et Jalil ensuite. En tout cas, merci Lionel pour l'invitation. Vous savez, Jalil et moi, on est à la base deux passionnés de football. Et dans notre plus jeune âge, on a tous rêvé de jouer professionnel. Et malheureusement, on grandit et puis on passe à autre chose. Mais en fait, dans notre cœur et dans le cœur de millions de joueurs de foot, reste ce rêve d'enfant où on a toujours rêvé de jouer professionnel. Alors, j'arrive à l'International 7 Cup de Marrakech. En fait, notre ambition, c'est de rendre ce rêve réalité le temps d'un week-end. C'est-à-dire qu'on prend des joueurs de football d'entreprise et on leur fait vivre l'expérience professionnelle. Alors, ça démarre dès l'arrivée dans un hôtel 5 étoiles comme des pros. Ensuite, ils vont en bus au grand stade de Marrakech comme des pros. Ils rentrent dans les vestiaires du grand stade, là où joue l'équipe nationale du Maroc, là où le PSG a joué. Et vraiment, ils vivent ces sensations de joueurs professionnels. Ils foulent les pelouses magnifiques du grand stade de Marrakech. Et tout y est pour leur faire vivre une émotion exceptionnelle. Et voilà, c'est ça le principe même. C'est pas l'International 7 Cup de Marrakech, c'est pas un simple tournoi de football interentreprise, mais c'est ça, c'est vraiment une vraie expérience sur plusieurs jours. Jalil, combien d'équipes et combien de joueurs? Combien d'équipes et combien de joueurs cette année et combien de nationalités également? Alors, on a reçu cette 9e édition, on a reçu 45 équipes, plus de 600 joueurs avec plus de 15 pays. Nous avons traversé l'Atlantique, nous avons reçu une équipe des États-Unis, une équipe du Canada, bien sûr, du Luxembourg, de Suisse et forcément aussi de France et une pluralité de pays africains. Et c'est ce qui fait la magie et la force du football en général, qu'il soit professionnel ou amateur. Ça réunit tout le monde et c'est ce qui fait la force de ce sport. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, je voulais simplement dire que nous avons, depuis la première édition à aujourd'hui, nous avons franchi beaucoup de caps et nous avons rajouté une édition féminine. Depuis 4 éditions, nous avons poussé à certaines entreprises à créer vraiment des équipes féminines qui sont parties de rien, qui ne sont pas du tout football, mais on leur fait vivre également un petit peu ce que vivent les hommes depuis des lustres. Et on a invité des femmes à venir participer et à ressentir ces émotions pour les partager avec leurs conjoints, leur famille et de voir un petit peu ce que c'est le foot, mais de l'intérieur. Ça, c'est formidable. Super bien organisé, je peux en témoigner véritablement. Malgré la chaleur, on l'oublie. Organisation parfaite, accueil très chaleureux et très sympa en effet. 3 catégories avec une catégorie féminine, vous l'avez dit, une catégorie, va-t-on dire, de vétérans et une catégorie de joueurs un peu plus jeunes et premium. Et ce sont des Tunisiens qui ont remporté le tournoi premium, si je ne m'abuse. Tout à fait, ce sont des seniors oui, qui ont pour la première participation qui sont arrivés à la finale et qui ont gagné par des tirs au but à la fin contre l'entreprise Bel Maroc aussi qui était tenante du titre, par ailleurs que nous félicitons aussi pour leur retour, on va dire. Et les vétérans, c'est la préfecture de Marrakech, la Ouiala de Marrakech qui a remporté le titre. Et pour l'édition féminine, c'est l'équipe bien sûr américaine qui a remporté le Graal, on va dire. C'était magnifique avec une remise des trophées DJ, ambiance, lumière sur scène, dehors, à côté de la grande piscine de l'hôtel qui a accueilli toutes les équipes. C'était vraiment une organisation formidable. Et en plus, il faut le préciser, Abdellah Marakchi, les matchs, notamment le match de gala, mais également les matchs, étaient diffusés à la télévision marocaine. Exactement, on remercie nos amis de Riadia, qui est la chaîne de sport au Maroc, qui diffuse tous les matchs de la Botola, c'est-à-dire la première division marocaine, ainsi que l'équipe nationale, et ils diffusent en direct les finales féminines, vétérans et seniors. Et ainsi que on a sur cette édition, on a innové avec la chaîne Riadia puisqu'on a pris l'antenne
1 heure avant les finales et on a monté avec eux une émission où on a invité tous les responsables d'équipe à parler de leur entreprise, à parler de leur histoire, de leur culture, puisque sur ce plateau, il y a eu des Américains, il y a eu des Africains, il y a eu des Marocains, des Tunisiens, et c'était un plateau magnifique. Donc on remercie la chaîne Riyad. La chaîne, et ce sera encore depuis plusieurs éditions. Ce sera encore le cas la saison prochaine. Ça vous donne envie d'être là la saison prochaine, Michel Moulin, ou pas? Oui, surtout au Maroc. Il salive, Michel. Non, surtout au Maroc. Enfin, le Maroc, et pas que le Maroc. Moi, j'adore tout ce qui est joueurs maghrébins, parce qu'ils ont une technicité extraordinaire, comme je dis. Et je suis allé 2 ou 3 fois voir des petits jouets d'ailleurs. Et j'ai un ami, Eric Besson, qui habite là-bas, qui habite à Marrakech. Non, pas à Marrakech, il habite à Tanger, pas à Tanger, à côté de Casa. Rabat, peut-être. Rabat. D'accord. Et on va voir des petits, ils ont une technicité parce qu'ils jouent sur le sable, ils jouent pieds nus, et ça on le retrouve dans le foot marocain aujourd'hui. Ce que je reproche d'ailleurs, excusez-moi, le foot français aujourd'hui, parce que j'en parle souvent. Aujourd'hui, le foot français, dans 10 ans, on n'a plus de joueurs techniques parce qu'on joue plus. On joue plus dans la rue comme nous on a démarré. Quand on jouait sur du goudron, et là aujourd'hui, on n'apprend plus aux petits à jouer au football. Et là, les petits Marocains, alors, quand je dis, c'est pas que les petits Marocains, les petits Algériens, les petits Tunisiens, ils ont ce truc encore, ils ont cette technicité. J'adore les voir jouer. Et le foot à 7 favorise cela également, puisque c'est un tournoi de foot à 7, c'est très rapide, c'est énergivore également. Et donc, en quelques secondes, Jalil et Abdellah, y aura-t-il des surprises ou des petites choses en plus pour la 10e édition? Est-ce qu'elle se déroulera à la même période? La 10e édition est prévue du 15 au 18 janvier 2026, toujours à Marrakech, au Grand Stade, et ça sera pendant la CAN. Donc on a quelques surprises, on ne peut pas encore les dévoiler, mais en tout cas ça sera notre 10e anniversaire, et on compte faire de cette édition une édition encore plus grandiose, plus belle, avec plus d'équipes étrangères et plus d'équipes féminines. Dites-vous que Jimmy Algerino, Karim Zeribi et Michel Moulin et votre serviteur, nous serons là. Aucun de nous ne s'est fait les croisés. Donc chacun peut... Vous êtes fait les croisés? Moi aussi. Toi aussi? En tout cas, vous serez les bienvenus. Voilà pourquoi ils ont pas été pros alors. Ils ont pas été pros. Moi, je ne suis pas fait les croisés, mais j'ai pas été pro non plus. Merci beaucoup, Abdellah Marakchi. Merci, Jalil Fredj. À très bientôt pour l'International 7 Cup de Marrakech. Salut. Et bravo. Bise. Salut Jimmy. Merci Michel, Karim. On vous embrasse et on vous dit à jeudi prochain pour notre émission. Dans un instant sur Sud Radio, c'est Jacques Pessis. Sud Radio, 20h-21h. But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi.